La production musicale, c'est pas facile. Même si c'est un art à la portée de tous, parce qu'il y a encore 20 ans c'était pas le cas, aujourd'hui n'importe qui peut installer FL et commencer à faire de la musique dans sa chambre, sans jamais avoir touché un instrument de sa vie. Cependant, même en ayant passé des heures sur sa première prod, il y a de fortes chances pour que le résultat soit affreux. Et c'est normal. C'est normal parce qu'être producteur, même si c'est accessible, ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Parce que la musique est un art complexe qui exige un mélange de créativité, de technique et de sensibilité artistique. Les producteurs doivent être capables de créer des sons originaux, de travailler en étroite collaboration avec les artistes pour trouver le son qui convient le mieux à leur vision et de maîtriser les techniques de mixage et de production pour donner vie à leur musique. L'histoire de la musique est jalonnée de producteurs et d'artistes qui ont laissé une empreinte indélébile sur la culture. Ces créateurs ont su repousser les limites de la musique et influencer des générations entières. Et parmi eux, Pharrell est très certainement l'un des meilleurs. Parmi le paysage musical de ces dernières décennies, Pharrell est un producteur comme on en voit peu. Depuis plus de 20 ans, il a créé un son singulier dont il a fait sa signature et a influencé la musique de façon significative, avec une discographie impressionnante qui rendrait envieux n'importe quel artiste. Et Pharrell n'est pas simplement un producteur de musique, c'est aussi un entrepreneur, un créateur de mode et un designer. Ses multiples facettes ont fait de lui l'une des figures les plus importantes du monde de l'art. Dans le monde du rap, c'est juste qu'il y a encore peu de temps, les producteurs étaient la face immergée de l'iceberg, ceux-ci prennent aujourd'hui de plus en plus de place sous les feux des projecteurs. Et il devient courant de voir aujourd'hui des producteurs stars qui deviennent parfois aussi importants que certains artistes. Pharrell, lui, fut l'un des premiers à atteindre ce statut, dès les années 90, grâce à son charisme naturel et son apparence atypique dans le monde du rap de l'époque. Alors, qu'est-ce qui rend sa musique et ses créations aussi uniques? Comment a-t-il su s'imposer et rester constamment dans le top dans une industrie de la musique et de la mode en évolution permanente? Comment un petit producteur, venu du fin fond de la Virginie, a su se hisser un chemin vers les sommets de l'industrie jusqu'à être aujourd'hui le directeur créatif de Louis Vuitton? Pour ça, il faut comprendre qui est Pharrell, dans quel contexte celui-ci a atterri dans le monde du rap, quelle est son approche de la musique, et comment sa créativité a su faire la différence. Bon, comme d'habitude quand on raconte une histoire, le mieux, c'est de commencer par le début. Pharrell est né en 1973 à Virginia Beach, en Virginie, aux États-Unis. Dès gamin, il va tout de suite avoir une attirance pour les sapes et la musique, et apprendra à jouer de la batterie et du piano. Comme n'importe quel gamin vivant en Occident dans les années 70, Pharrell allait à l'école, et là-bas, si ça ne le gênait pas plus que ça, il sentait toutefois un léger malaise, se sentant différent des autres enfants. Il était même parfois moqué et mis de côté par les autres, en raison de son apparence et de son intérêt pour la mode. C'est lors d'un camp de vacances d'été que Pharrell va faire l'une des rencontres les plus importantes de sa vie. Lors de différents ateliers musique, durant lesquels il jouait de la batterie, il croise plusieurs fois un de ses camarades d'école qui jouait du saxophone. Ils sympathisent, et ils vont prendre l'habitude de se voir après les cours pour faire de la musique. Et le nom de ce camarade en question, c'est Tchad Hugo. Bon, Tchad Hugo, c'est le plus proche collaborateur de Pharrell. Comme je viens de le dire, ils se sont rencontrés quand ils étaient adolescents, et ils travaillent encore ensemble aujourd'hui. C'est probablement l'un des duos les plus prolifiques de l'histoire de la musique, mais on va y revenir. Quoi qu'il en soit, quand Pharrell et Tchad deviennent amis et qu'ils découvrent qu'ils ont un intérêt commun pour la création musicale, il faut pas beaucoup de temps pour qu'ils commencent à faire de la musique ensemble. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque deux jeunes ados américains des années 90 passent leurs après-midi à faire de la musique ensemble? Ils créent un groupe. The Neptunes est le nom du duo incarné par Pharrell et Tchad Hugo. Ils se feront repérer par Teddy Riley lors d'un concours de talent à leur lycée. Après avoir été diplômé, il les signera en tant que producteur en 1992. Le style musical des Neptunes est très diversifié et incorpore de nombreux éléments de genres différents. Cependant, on y retrouvera toujours des beats de funk, de rap, sur des mélodies pop et des éléments de musique électro, le tout saupoudré d'influences soul et de R&B. Ils vont d'abord produire pour des artistes locaux, notamment le groupe de R&B Blackstreet, avec qui ils vont produire le morceau Tonight the Night qui va cartonner. Ils vont commencer à se faire un nom en travaillant avec des groupes de R&B et des rappeurs, parmi lesquels on peut citer SWV et Maze. Let my pants sag down to the floor. Really, do it matter as long as I score? Can't my car look better than yours? Can I have a bad bitch without no flaws? Toutes ces collaborations connaîtront un certain succès, mais la véritable sortie qui va faire la différence, ce sera le titre Super Thug de Noriega, qui va être le premier très gros succès du duo de producteurs. On est en 1998.
Hey yo, we light a candle, run laps around the English Channel. Neptunes, I got a cocker spaniel. We on the run now, you know it ain't no fun now. And where I go, yo, niggas can't even come now. You ain't the law, nigga, break it. I don't care, but when you get caught, remember that. I don't care, N-R-E, love throughout the atmosphere. Ce titre va être le premier gros coup des Neptunes, et Pharrell va commencer à se démarquer de la masse de producteurs à ce moment-là. D'abord grâce à son style vestimentaire assez atypique pour l'époque, où tout le monde portait des baggy et des grosses chaînes, là où Pharrell s'habillait avec des coupes ajustées et des chokers en perles. Dans un studio à l'époque, ça passait pas inaperçu. Mais au-delà de son style vestimentaire, Pharrell avait énormément confiance en sa musique, malgré son excentricité. Il savait quand une prod pouvait cartonner. Si bien qu'après ça, les hits vont s'enchaîner. Prada blouse, Gucci bra, okay. Filth my jeans, take that off. Give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Don't punish me. Catfish fried up, dirty South bed. Sleep in a cop picking dirty South bed. Dirty South girls, give me dirty South. Hand me down flip flops, hand me down socks. Who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. Platinum on the block with consistent hits, while Pharrell keep talking this music. Let me rock you to the break of day. That's me. I don't need no heart. Just wanna rock you. Après la sortie de Super Thug, les Neptunes vont devenir les producteurs les plus demandés de l'industrie. Tout le monde veut travailler avec eux. En 2003, ils sortiront leur mixtape, intitulé Clones, qui est une compilation de morceaux qu'ils ont produits et sur laquelle on retrouvera des grands noms comme Jay-Z, Pusha T ou Busta Rhymes. En parallèle, les membres des Neptunes ont formé le groupe Nerd en 1999 avec Shay Haley, un de leurs amis d'enfance. Nerd était un projet qui permettait à Pharrell et à Chad d'explorer des styles musicaux différents de ceux qu'ils produisaient pour d'autres artistes. Il n'est pas facile de décrire le son de Nerd, bien qu'on pourrait énumérer une suite de genres musicaux tels que le rock, le R&B, le rap, la funk ou l'électro. Et comme je suis quelqu'un de sympa et que je sais bien que balancer des genres musicaux à l'appel c'est pas très clair comme explication, je vais vous décortiquer le morceau Lap Dance, issu du premier album du groupe, qui à mon sens est l'un des plus représentatifs de ce que les trois musiciens ont essayé de créer. C'est parti. Commence le morceau avec une guitare électrique et une batterie bien sèche, et si vous ne le saviez pas, sachez que ces instruments qui viennent tout droit du rock sont des éléments essentiels à la musique de Nerd. Bon là en gros il y a Pharrell qui commence à rapper sur du rock. Ça n'aurait rien d'impressionnant si ce morceau était sorti aujourd'hui vu que le rap s'est tellement déformé et diversifié qu'un paquet d'artistes se sont déjà essayés à ce mélange des genres. Sauf que c'est à ce moment-là que je vous rappelle que l'album est sorti en 2001 et a été commercialisé comme un album de rap. Et ça avait son importance à l'époque. On est donc sur de la musique d'avant-garde, mais c'est pas fini, on continue. Pharrell, qui était en train de rapper sur du rock, se met tout d'un coup à pousser un flow bien R&B, avec l'autotune qui va avec. Si on entend bien, on peut aussi noter un petit synthé au fond de la prod, qui ajoute une petite touche d'électro. Premier refrain, on vire le synthé, et Pharrell laisse sa place à la guitare et à la batterie qui s'emballent, et alors qu'on pourrait croire qu'on va basculer sur du rock pur, on a des vocaux féminins de R&B qui sortent de nulle part, et qui viennent encore plus accentuer le mélange des styles. C'est ça, la musique de Nerd. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il s'agissait ici de musique expérimentale et qui n'a donc pas de genre bien défini. À l'origine, l'album avait été produit avec des instruments électroniques, mais Pharrell a finalement décidé de réenregistrer l'album avec de vrais instruments, préférant laisser l'électro aux Neptunes, ce qui a donné au projet du groupe en général ce son plus organique et rock. Si les Neptunes sont des producteurs prolifiques et que le charisme de Pharrell leur a permis de prendre une place anormale sur la scène pour de simples producteurs, il y a toujours eu la frontière entre rappeur et beatmaker, qui était très délimitée à l'époque, et que Pharrell a eu du mal à franchir. S'il lui arrivait d'apparaître dans des clips, de faire des adlibs ou des refrains, il n'a jamais vraiment pu jusqu'ici sortir un projet seul en tant qu'artiste. Nerd était donc une première pour lui, car il avait enfin le micro entre les mains. Un succès de l'album aurait pu peser dans la balance pour convaincre un label de le laisser produire un album solo. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que Nerd fait de la musique expérimentale, qui croise les genres musicaux, si bien que seuls les auditeurs les plus ouverts d'esprit suivent le groupe.
Le premier album de Nerd et ceux qui suivront connaîtront tous leur succès, mais leurs morceaux n'atteindront que rarement le grand public, et la fanbase du groupe deviendra donc vite une communauté de niche. Et donc ainsi, In Search Of ne permettra malheureusement pas à Pharrell d'atteindre ses objectifs artistiques de l'époque. Ok, ça peut vous paraître un peu hors sujet, mais pour continuer la vidéo, il faut que je vous parle du streetwear. La mode et la musique sont deux industries qui sont étroitement liées depuis les années 60. La mode et la musique ont évolué ensemble, les artistes influençant la mode et inversement. Et le streetwear, c'est le produit le plus pur de cette synergie entre la mode et la musique. Le streetwear est un style de vêtements qui a émergé dans les années 90, influencé par la culture skate et les clips de rap. Les marques de streetwear se sont rapidement développées en Amérique du Nord, puis en Europe et en Asie, devenant une industrie mondiale. Au début des années 2000, donc au moment où Pharrell commençait à se faire un nom sur la scène en tant que producteur à succès, il y a un mec au Japon qui est considéré comme le boss international du streetwear et qui est à la tête de la marque la plus hype du moment. Nigo. Nigo, c'est un étudiant en art qui vit à Tokyo et qui a fondé avec son pote, un certain Jun Takahashi, une boutique de sap qui s'appelle Nowhere dans les petites ruelles du quartier de Harajuku. Quand Nigo ne mixe pas en tant que DJ dans des soirées de l'université de Tokyo, il fait des prods et gère sa boutique avec Jun Takahashi. La boutique Nowhere est divisée en deux parties. Il y avait celle qui était gérée par Takahashi, qui vendait les vêtements de sa marque Undercover, et l'autre partie qui était gérée par Nigo, qui était une friperie de pièces streetwear importées des États-Unis, assez rare au Japon à l'époque. La boutique va connaître un certain succès auprès de la jeunesse tokyoïte, et les deux associés vont commencer à vendre des pièces d'autres designers, comme celle de Hiroshi Fujiwara, leur mentor et fondateur de Fragment Design, et de Tetsu Nishiyama et sa marque W-Taps. Rapidement, ce sera Nigo et Takahashi qui vont plus ou moins dicter ce qui sera à la mode ou pas au Japon en fonction de ce qu'ils décideront de vendre dans leur boutique. Et c'est en voyant le succès d'Undercover que Nigo va s'associer avec Skating, un graphiste absolument légendaire qui avait déjà bossé avec Fujiwara à l'époque et qui fondera notamment la marque K-Event des années plus tard. Ensemble, ils vont mettre leurs idées en commun pour fonder LA marque de Nigo, Bape. Bape va avoir un impact monumental sur la culture du rap et du streetwear. C'est des vêtements et des logos très facilement reconnaissables, avec des camos et des motifs inspirés de la culture américaine des années 60, des couleurs criardes que tous les hypebeasts de Tokyo puis du monde entier vont s'arracher. Les vêtements sont rares, car vendus exclusivement chez Nowhere lors des balbutiements de la marque, puis dans des magasins franchisés Bape lors de son expansion en Amérique et en Europe. La marque enchaîne les collabs avec des marques qui parlent à tout le monde, ils ont des prix retail bien abusés avec des vestes à 700 balles, et c'est la première marque qui peut être vraiment considérée comme vendant du streetwear de luxe. Donc pour la faire courte, Nigo, c'est l'un des mecs les plus cotés de l'industrie, Bape est à son prime, et c'est dans ce contexte que Pharrell débarque à Tokyo. Admiratif du travail de Nigo, c'est lors de ce voyage que les deux vont se rencontrer et lier une amitié très forte qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est quelques années après leur rencontre qu'en 2003, ils vont créer leur propre marque de streetwear, Billionaire Boys Club. BBC ne sera pas aussi connu que Bape dans l'inconscient collectif, mais n'importe quel fan de rap a obligatoirement déjà vu les logos et la typo de Billionaire Boys Club. Le but de la marque à l'époque, prouver que le streetwear a totalement sa place aux côtés des autres marques de luxe. Pharrell commencera à arborer la marque pour la première fois dans le clip de Frontin avec Jay-Z qui va beaucoup marquer les esprits à l'époque. Et en 2004, il crée une collection plus centrée sur le skate, Ice Cream, incluant des sneakers qui sont le fruit d'un partenariat avec Reebok. C'est comme ça que la carrière de Pharrell dans la mode va commencer. Nigo a introduit Pharrell à l'univers culturel japonais des années 90 qui a inspiré plusieurs des créations de ce dernier en matière de mode et de musique. Et la synthèse de toute cette inspiration va se faire ressentir en 2006 sur le tout premier album solo de Pharrell, In My Mind. À la sortie de cet album, on pense encore que Pharrell est au pic de sa popularité et ça va notamment se faire ressentir sur l'accueil commercial auquel ce projet va avoir droit, avec une 3e place au Billboard américain. In My Mind a été essentiellement produit par les Neptunes. L'album aborde des thèmes tels que l'amour, la vie, la célébrité, l'ambition et la poursuite du bonheur, qui sont les sujets qui caractérisent de façon générale la musique de Pharrell. Il comporte de nombreuses collaborations avec plusieurs artistes, avec notamment Gwen Stefani, Jay-Z, Snoop Dogg et le jeune Kanye West, qui venait à l'époque d'accomplir le braquage du siècle avec le College Dropout. Le son de l'album est un mélange de rap, de R&B, de funk et de pop, avec des éléments d'électro et de rock. La production est minimaliste, avec des boucles de batterie simples et des mélodies plutôt catchy. Cependant, il est fort probable que peu d'entre vous aient déjà écouté In My Mind ou s'en souviennent vraiment. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est qu'à la surprise générale, l'album a fait un flop. Certes, il s'est très bien vendu sur ses premières semaines d'exploitation, mais les ventes se sont très vite effondrées. Les critiques, quant à elles, saluaient la qualité de l'album d'un point de vue technique, mais lui ont reproché la répétitivité de certains morceaux et du flow de Pharrell. Ces mauvais retours ont rendu la diffusion en radio assez compliquée, chose qui était essentielle pour les ventes d'un album à l'heure où les plateformes de streaming n'existaient pas. Ajoutez à cela le parti pris délibéré de Pharrell à vouloir mélanger toutes ses influences musicales sur des morceaux uniques, et l'on se retrouvait avec un album impossible à vendre auprès d'une grosse partie du public. Pharrell a toujours voulu réussir à se démarquer de son rôle de producteur, et si aujourd'hui il est assez commun de voir un beatmaker se mettre à rapper et inversement, à l'époque, il fallait vendre tes idées à un label, pour qui un producteur, c'est un producteur, et un rappeur, c'est un rappeur. Point barre. Et si t'étais pas assez chaud pour que le label veuille bien miser sur toi, bah t'allais te faire foutre, toi et ton projet. C'est la principale galère qu'a connu Kanye au début de sa carrière, qui à la base était un producteur pour Jay-Z.
Il souhaitait à tout prix sortir College Dropout et harcelait son label Rocafella pour qu'il sorte le projet. Et après des mois de difficultés, College Dropout sort et rafle absolument tout aux Grammy Awards. I guess we'll never know. This a number one champion sound, yeah. Il n'y avait alors aucune raison pour que Pharrell échoue là où Kanye avait réussi. Mais malheureusement, In My Mind va vite se faire oublier et Pharrell va devoir remettre à plus tard ses ambitions de carrière solo, ce qui va énormément l'affecter. Après la sortie de In My Mind, Pharrell va tout simplement se recentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir produire pour les plus grandes stars de son temps, tout en continuant de sortir en parallèle des projets avec Nerd. Seulement malgré ça, les galères vont s'enchaîner. Tout va commencer avec Ice Cream et plus particulièrement le partenariat avec Reebok. Pharrell avait de très grosses exigences en matière de qualité sur ses paires. Elles devaient être fabriquées à la main, au Japon, avec des matériaux nobles. Cependant, les coûts pour combler de telles exigences étaient faramineux, et les ventes n'ayant pas suivi, les deux parties se sont mis d'accord pour mettre fin à la collaboration. Reebok ayant jeté les gants, Pharrell va commencer à se faire dépasser par les besoins de BBC Ice Cream, les gestions de chaînes de production et de volume de marchandises n'étant pas son domaine de prédilection. Et pour ne rien arranger, pendant cette période compliquée, Nigo, entre-temps, se retrouve criblé de dettes. Si Bape rayonnait à l'international et était sans conteste la marque la plus hype du moment, le designer japonais rêvait encore plus grand. Il voulait faire de Bape une institution. Et il a donc commencé à ouvrir plusieurs business n'ayant rien à voir avec la SAP, comme une ligne de meubles et d'objets collector, des restaurants ou même des salons de coiffure, avec pour seule différence des autres acteurs du marché, le branding et l'univers de Bape. Et le prix, aussi. Ouais, le prix qui était bien brandé Bape également. Ces initiatives vont flopper et coûter très cher à Nigo, qui sera contraint de revendre Bape à un groupe financier au bord de la banqueroute. Avec l'exemple de son collaborateur sous ses yeux, Pharrell commençant à voir arriver de grosses difficultés de gestion et de finances, il préfère ne pas attendre que les dettes et les soucis critiques arrivent et décide à son tour de vendre BBC Ice Cream. Mais c'est à partir des années 2010 que la tempête va commencer à se calmer. À partir de cette année-là, Pharrell va aussi se tourner vers le cinéma en composant la bande originale de films ou de séries. Et il frappera cette année-là avec un grand coup, car c'est en composant l'OST du dessin animé franco-américain Moi Moche et Méchant qu'il va sortir le plus gros tube de sa carrière. We put out the video on November 21st. All of a sudden, boom. Boom. I mean, when I say boom, You mean boom. Happy est certainement l'un des plus gros hits des années 2010 et a cassé Internet à sa sortie. Il est également l'un des premiers morceaux à avoir été à l'origine de ce qu'on appellerait aujourd'hui une trend. Car l'une des raisons du succès du single est due au fait que les gens postaient des vidéos d'eux sur les réseaux sociaux en train de danser en rythme sur la musique. Comme le fait Pharrell dans le clip, où apparaissent d'ailleurs les membres de Hot Future, ou Gru dans la scène de Moi Moche et Méchant, durant laquelle le morceau est joué. Happy, c'est top 1 du hit parade dans plus de 20 pays différents, des rotations en radio qui ne s'arrêtent pas, un Grammy Award et le premier véritable accomplissement de Pharrell en tant qu'artiste solo, chose qu'il attendait depuis plus de 20 ans. makes me cry too. Makes me cry too. You know, I was just thinking about your grandmother. I bet she didn't even imagine that. It's overwhelming because it's like, I love what I do, and I just appreciate the fact that like people have believed in me for so long that I could make it to this point, to feel that. Et il faut aussi qu'on parle de 2013, qui est certainement l'une des plus grosses années de la carrière de Pharrell, qui va dans un premier temps signer une première collaboration mémorable avec les Daft Punk sur leur dernier album, Random Access Memories. Get Lucky va connaître un succès planétaire, peut-être même encore plus grand que celui de Happy. Il sera l'un des plus gros hits de sa carrière, ainsi que celle des Daft. Il apparaîtra également sur un autre morceau de l'album, Lose Yourself to Dance. Et
il profitera de l'énorme coup de projecteur pour sortir son deuxième album, Girl. Les paroles de l'album sont principalement axées sur les mêmes thèmes que Pharrell a l'habitude d'aborder dans sa musique depuis le début, à savoir les femmes, l'amour et la joie de vivre, certains qualifiant le projet de semi-album concept, intronisant et créant un culte autour de l'image de la femme. On retrouve dans la production de l'album la présence appuyée de cordes, certainement due à l'influence des Daft Punk, qui venaient de sortir Random Access Memories, qui est un album très orchestral, et qui sont d'ailleurs présents en featuring sur le projet avec le morceau Gust of Wine. When I first saw you, I got excited. Tried to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me while trying to fight it. Just like a kite, you learned to ride it, but I didn't know. You supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone up there who ushers in the air. I need to power myself. Dans l'ensemble, Girl est considéré comme un album solide et bien produit qui a reçu des critiques positives pour sa combinaison de styles musicaux, de thèmes lyricaux et d'invités vedettes, bien qu'il ne propose rien de très radicalement nouveau d'un point de vue musical. D'une façon générale, et pour avoir une vue d'ensemble sur la musique de Pharrell, il est intéressant de noter que depuis le début, ses chansons ont toujours une signification et un message positif. Happy, Freedom, Entrepreneur, tous ces morceaux dans lesquels Pharrell incite son public au dépassement de soi, à l'amour de son prochain et à l'émancipation. Ses difficultés à gérer BBC Ice Cream, qu'il a racheté entre-temps, lui ont permis de comprendre que là où il peut s'exprimer le plus efficacement et en prenant le moins de risques, c'est en travaillant avec de grandes entreprises déjà en place afin qu'il puisse se concentrer uniquement sur la partie créative, tandis que les marques se chargent de la production et de la gestion des marchandises. Cette nouvelle stratégie lui ouvre la porte à des collaborations avec des marques de luxe comme Louis Vuitton, Chanel ou Moncler, ce qui nous emmène en 2014 où il signe un deal avec Adidas pour créer en partenariat avec la marque une ligne de streetwear, Human Race et ses fameuses NMD. Ce label Human Race, Pharrell le fera évoluer en 2020 en créant une ligne de produits d'hygiène et de cosmétiques du même nom. En 2019, il fonde Something in the Water, qui est un festival de 3 jours prenant place à Virginia Beach, sa ville natale, où il ramène les plus grosses stars de l'industrie. Et on arrive donc en 2023, date à laquelle on peut désormais affirmer que Pharrell est au prime de sa carrière. Il continue d'enchaîner les tubes avec les artistes les plus en vogue du moment, comme Tyler the Creator ou Travis Scott, et à la surprise générale, il a accompli le rêve de bon nombre de designers de mode, être nommé directeur créatif de Louis Vuitton. La place était vacante, à la suite du décès de Virgil Abloh, le créateur de Off-White et ancien directeur artistique et assistant de Kanye West, qui occupait le poste depuis 2018. Virgil avait essentiellement 2 mentors, Kanye et Pharrell. Il possédait déjà une certaine influence, c'était le couturier fétiche de tous les rappeurs, une vraie star du design dont la popularité a explosé avec sa fameuse collection qu'il a réalisée en collaboration avec Nike, The 10. Virgil a retourné le monde de la mode en prenant la tête de Louis Vuitton et en faisant prendre à la marque un tournant streetwear, ce qui a eu pour effet de faire exploser la cote de popularité de chaque nouvelle collection de la maison parisienne. Le fait que Pharrell prenne la tête de Louis Vuitton, en plus d'être un très beau coup marketing de LVMH, envoie un message fort. Il dira lui-même qu'il a accepté le poste pour terminer ce que Virgil avait commencé. Son premier défilé a eu lieu en juin 2023 et si on peut déjà voir une certaine sobriété dans les silhouettes, mais des motifs très visuels, on peut déjà imaginer à quoi va ressembler le Louis Vuitton de Pharrell. Alors que certains critiquaient la vision de Virgil au motif qu'une marque de luxe comme Vuitton n'a pas à faire du streetwear, on peut voir tout de suite que Pharrell décide de plus se pencher vers des tenues aux apparences plus soutenues, avec cependant des couleurs et des motifs qui, eux, rappellent le streetwear. Kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes. Spirit, moving around, just moving around. Kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes, kids see ghosts. Spirit,
Pharrell Williams est un artiste visionnaire et un entrepreneur créatif qui a marqué l'industrie de la mode et de la musique. Sa vision, aussi bien dans la musique que dans la mode, est de créer des produits et des expériences uniques qui lui ressemblent, quitte à ce que le public ou l'argent derrière ne suivent pas. S'il ne peut pas réaliser quelque chose comme il le souhaite, alors il préfère ne rien faire du tout. Comme par exemple avec Ice Cream. Il n'hésite pas à imposer ses propres influences, ses propres goûts ou ses exigences, afin que chaque chose qu'il produise, que ce soit des sapes, des bijoux ou de la musique, lui ressemble sincèrement. Et le plus important, je pense, au-delà de la réussite professionnelle, c'est que Pharrell est quelqu'un qui incarne pour beaucoup de gens la positivité, la créativité et l'effort. Il a souffert pendant longtemps de son incapacité à s'accomplir en tant qu'artiste solo, mais il a défendu sa vision pendant tout ce temps alors qu'elle n'atteignait pas le grand public, et malgré tout, il a gardé sa confiance en lui, en ses proches et en son art. Cette confiance et cet acharnement, ça l'a mené là où il est aujourd'hui. C'est plutôt inspirant. Vous ne trouvez pas ? The last word doesn't come from the top.